Clair-Obscur Expédition 33 pose une question vraiment intime. Que faire de nos morts? Chacun des personnages de ce jeu y répond à sa manière, avec sa façon de dire « je ne veux pas perdre ». Expédition 33 m'a retourné. Une claque comme on en reçoit peu, qui m'a laissé sur le canapé la manette posée à méditer sur la vie. Le scénario m'a pris aux tripes, la musique m'a achevé. J'y connais pas grand chose en musique, mais ce qu'elle m'a fait ressentir, waouh, j'en ai encore des frissons. Bienvenue à tous sur la chaîne Open. Ici, on va parler de films, de séries télé, mais aussi très certainement de tout ce qui pourrait se rapprocher de la pop culture. Cette vidéo, pour les besoins de l'analyse, sera malheureusement remplie de spoilers. Donc si vous n'êtes pas gêné par le fait de tout connaître d'une œuvre, restez. Mais dans le cas contraire, d'autres vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Expédition 33, c'est un projet né dans le sud de la France, à Montpellier. Une équipe de 30 personnes. 30. C'est fou quand on voit le résultat. À la base, l'idée sort de la tête de Guillaume Broche. Le projet porte alors le nom We Lost et il part sur un délire cyberpunk. Puis, l'équipe se forme. Tom Guillermin et François Meurice le rejoignent dans l'aventure. Le studio Sandfall Interactive naît. Ensuite arrive Nicolas Maxon-Francombe, le directeur artistique. C'est lui qui va poser l'esthétique unique de ce jeu. Ce style entre poésie, mélancolie et élégance. Puis, Lorient Testard, le compositeur. Sa musique, c'est de l'émotion brute, c'est une atmosphère, c'est la texture du monde. Et de ce mélange sort Clair-Obscur Expédition 33. Une œuvre à part. On sent des inspirations. Les Souls-like, Persona 5, Final Fantasy X, et d'autres encore. Rien ne se cache, rien ne cherche à imiter, tout se transforme. Sandfall réussit à créer sa propre identité. C'est rare et c'est puissant. Ce n'est pas pour rien qu'il est nominé pour le jeu de l'année au Game Awards. Il a même battu le record de nominations, 12 en tout. Mais maintenant, parlons de ce que raconte le jeu. Pour comprendre ces symboliques, ces thèmes, il faut poser le contexte. Parce que oui, l'histoire est claire en surface, mais il y a aussi des zones d'ombre, des phrases qui pèsent lourd, des images qui veulent dire quelque chose, des petits silences qui frappent plus fort qu'un dialogue. Donc installez-vous, on plonge dedans. L'aventure débute à Lumière, une zone inspirée de Paris à la Belle Époque. Tous les ans, la mystérieuse peintresse se réveille pour peindre sur son monolithe, visible à des kilomètres. Un nombre maudit qui diminue année après année. 34 devient 33 et ainsi de suite. Tous ceux de cet âge sont alors effacés de ce monde par un phénomène appelé le gommage. Pour tenter de briser cette malédiction, une expédition composée de volontaires est envoyée chaque année pour affronter la peintresse dans une mission sacrifice où presque personne ne revient. Et c'est précisément de l'expédition 33 que porte le nom du jeu. Parmi les explorateurs de cette expédition 33, il y a Gustave, Maël, Lune et Ciel. Au cours du voyage, ils tombent sur un vieil homme du nom de Renoir qui massacrera une partie de leur troupe. Gustave, lui, tombera lui aussi quelques temps plus tard. Maël sera sauvé in extremis par un mystérieux personnage nommé Verso, qui leur révèle que Renoir et lui sont des immortels, qu'ils appartiennent à l'expédition 0 et que Renoir sert désormais la peintresse, persuadé qu'elle lui offre la vie éternelle. Il se dirige vers une autre zone appelée Vieille Lumière. Entre-temps, il rencontre Monoko, le père de substitution de Noko. Mais tout se complique. On découvre qu'Alicia, la sœur de Verso, travaille avec la peintresse. Renoir tue Noko et l'équipe n'a maintenant plus le choix que de récupérer 2 cœurs d'Axon, des créatures titanesques, afin de briser la barrière qui entoure le monolithe. Ils combattent un Axon à visage, une île aux émotions incarnées, puis un autre à sirène, une ville d'illusions. Chaque combat met à nu les souvenirs et les douleurs de nos héros. Maël remet les 2 cœurs au conservateur, obtient l'arme brise-barrière et le groupe part affronter la peintresse. Un premier combat titanesque. Nous apprenons le vrai prénom de la peintresse. Aline. On explore ses souvenirs, sa famille, son amour pour la peinture, ses enfants Verso et Alicia, et son éloignement progressif de Renoir. Aline tombe, le chiffre du monolithe s'efface, une fin heureuse, en apparence. De retour à Lumière, une vague d'énergie frappe la ville. Les habitants sont gommés. Lune, Ciel, Maël, tout le monde disparaît. Renoir était le véritable bourreau. Aline essayait d'avertir le monde. Puis, twist total. On se réveille en Alicia. Dans un Paris normal, la famille originale apparaît. Verso est mort depuis longtemps en sauvant Alicia. Aline, elle, s'est réfugiée dans la peinture. La peinture, où se trouve Lumière et le monde dans lequel nous venons de vivre nos aventures. Renoir tente de sortir Aline de là, et dans le monde réel, la guerre entre écrivains et peintres fait rage. Alicia retourne donc dans la toile, elle fusionne avec Maël et devient une sorte d'entre-deux. Renoir, lui, souhaite détruire la peinture, mais Maël s'oppose. Après un affrontement brutal,
Verso, qui comprend les différents enjeux qui se montrent à lui, décide alors de vouloir lui aussi détruire cette peinture. Maëlle veut la préserver, attachée à ce monde et aux gens qu'elle aime. Il y a donc un conflit final. Le joueur a un choix à faire, soutenir Maëlle, les habitants de Lumière reviennent, mais Verso reste prisonnier de l'art, condamné à créer sans fin. Ou soutenir Verso, la famille de Cendre se reforme et guérit, mais le monde d'Expédition 33 s'éteint. Et il y a une dernière image, la tombe de Verso, le 33 décembre, une date impossible. Le doute s'installe. Ce monde est-il réel ou est-ce encore une toile? Pour mieux comprendre l'Expédition 33, posons la chronologie et passons en revue les personnages qui habitent la toile. Verso est celui qui crée la toile. Cléa et lui-même sont ceux qui ont créé les premiers peuples. Les Gestrals, les Grandis, Esquier et François, le voisin d'Esquier. Une sorte de tortue de pierre. Alicia, dans le monde réel, s'allie aux écrivains, mais on ne nous explique pas pourquoi. Malheureusement pour elle, les écrivains se servent d'elle pour atteindre la famille de Cendre. Verso, lui qui a déjà mis une partie de son âme dans le tableau, sauve sa petite sœur des flammes, mais malheureusement, il décède. Alicia ressort défigurée et quasi muette. Ne pouvant vivre son deuil, Aline, sa mère, s'enferme dans le tableau de Verso. Elle y crée l'humanité, dont feront partie Gustave, Ciel, Lune ou Maëlle, mais aussi une Alicia muette, aux cheveux blancs. Verso, comme on le voit dans le jeu, le Renoir cruel, et une Cléa, elle aussi aux cheveux blancs. Renoir, en tant que conservateur, rentre lui aussi dans la toile. Il y crée les accents correspondant chacun à un membre de sa famille. Visage est Verso, Sirène est Aline. Il y a aussi l'accent de Cléa, vous savez, l'immense créature qui porte la vieille lumière, et celui d'Alicia, qui se trouve au sommet de la montagne l'Aspirante. Après la création des accents, survient la fracture. Aline se retrouve piégée au sommet du monolithe par Renoir, et ce dernier se retrouve enfermé sous le monolithe par Aline. La nouvelle lumière est créée, aidée par Verso et le Renoir d'Aline. Le Renoir conservateur crée le cycle de mort à lumière, le fameux gommage. Les névrons sont créés par Cléa, et ces créatures sont particulières. Car Cléa, dans le but d'affaiblir Aline, crée ces créatures pour que, quand ils tuent les membres des expéditions, ils gardent leur chroma à l'intérieur d'eux, empêchant Aline de la récupérer pour garder ses forces. Aline, devenue la peintresse, écrit sur le monolithe le fameux chiffre pour prévenir Lumière de cette malédiction. Par la suite, les habitants de Lumière, pensant que la peintresse est la responsable de cette malédiction, forment des expéditions pour s'attaquer au monolithe. Pour finir, il y a le départ de la toute première expédition, l'expédition 0, avec à son bord Renoir d'Aline, Verso et la Alicia muette. Et voilà pour le cœur de l'histoire. Oui, c'est dense, c'est intense, mais maintenant on a toutes les pièces du puzzle. Et croyez-moi, ça va nous servir pour la suite. On comprend donc que dans ce monde, la mort n'est pas juste biologique. C'est une règle, un rituel, une esthétique quasi sacrée qui s'impose à tous. Ce nombre devient une sentence. On pense que la peintresse efface, mais en réalité, elle prophétise. Et celui qui exécute cette vision, c'est Renoir en tant que conservateur. Il a l'image du bourreau. Pourtant, derrière ce rôle, il y a un père brisé. Il ne cherche pas le pouvoir. Il cherche une porte de sortie pour échapper à cette illusion et retrouver la vraie vie, celle qu'il a perdue. Pour le bien des vivants, il nous faut dire adieu aux défunts. Non, papa, j'ai caché la toile. Elle la retrouvera toujours. C'est notre seule opportunité. Tout ici respire le deuil, le refus d'accepter la disparition. L'histoire entière tourne autour de ce thème. La mort de Verso nous a brisés. Je veux que ce soit réparé, il faut à tout prix, je ne peux pas te perdre toi aussi. Aline, la mère, a tout perdu. Elle essaie de garder son fils à travers la peinture. Elle plonge dans l'image pour espérer le revoir. La toile devient son tombeau. Son corps s'efface, sa mémoire se dissout. Elle veut retenir la vie et s'enferme dans son propre chagrin. C'est toi. Tu es revenu. Mais l'incendie... Tu es vraiment là. Alicia, sa fille, porte la trace du drame sur sa peau. Elle est brûlée, silencieuse et masquée. Elle avance avec ce poids visible. Sa cicatrice parle pour elle. Son silence raconte la culpabilité. Elle reste quand les autres disparaissent.
et ce rôle l'écrase. Et puis, il y a Verso, l'enfant qui existe en 3 versions. L'expéditionnaire qui croit combattre la peintresse et découvre que sa quête vise la libération de ce monde. La rémanence, ce petit garçon à l'énergie qui s'éteint, bouleversant de fragilité. Et l'Axon, un Verso vu à travers les yeux de Renoir. Presque un fantôme façonné par le regard d'un père en deuil. Chacune de ses formes retient un morceau de lui. Personne ne veut le laisser partir. Son existence se fragmente parce que tout le monde s'accroche. Dans cet univers, personne n'existe pour soi. Chacun vit dans l'image que quelqu'un d'autre peint. La peinture n'est pas décorative, elle est une mémoire. Aline recrée Renoir et le rend plus sombre. Si... pour te sauver, je dois te perdre, qu'il en soit ainsi. Renoir recrée Verso et le réduit à une projection. C'était Verso, n'est-ce pas? Renoir. L'art devient une tentative désespérée de figer ce qui devrait disparaître. On peint pour retenir et on trahit sans le vouloir. Au milieu de tout ça, la peintresse trace des chiffres. Son œuvre s'affaiblit, ses créations lui échappent, mais elle continue. Son geste inscrit la fragilité dans chaque naissance de lumière. Et puis Renoir. Sérieusement, c'est peut-être le personnage le plus bouleversant du jeu. On le voit comme un destructeur, mais on découvre un homme qui refuse le mensonge. 67 années, prisonnier de ce monolithe. Mais j'ai persévéré. J'ai persévéré. Et tu sais pourquoi? Sais-tu pourquoi je suis incapable de vous abandonner, elle et toi? Ceci est ce que je vois chaque jour. Aline s'accroche à l'image, lui brise la toile. Elle veut retenir et lui veut laisser partir. Il détruit pour faire tomber l'illusion et retrouver la vérité. Il préfère une douleur réelle à une consolation artificielle. Crois-tu réellement que je veuille détruire tout ce qui reste de son âme? Alors ne le fais pas. Ne le fais pas. La vie nous impose des choix cruels. Je le fais parce qu'il le faut. Alors ouais, Expédition 33 pose une question vraiment intime. Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? On accepte et on souffre ou on retient et on s'enferme avec eux? Verso, Aline, Alicia, Renoir, chacun répond à sa manière. Chacun incarne une vision du deuil. Le jeu montre un art qui peut devenir une mémoire vivante quand on embrasse l'éphémère et un art qui devient prison quand il refuse la fin. Et cette phrase finale, ta mère peint la vie, ton père la mort. Que peindras-tu? Une question envoyée en plein cœur. Parce qu'au fond, on parle de ça. Est-ce que la création nous libère du deuil? Ou est-ce qu'elle nous le rend supportable en nous piégeant dedans? Et ça, c'est fort, c'est magnifique, c'est douloureux. Et franchement, ça reste collé à l'âme bien après la fin du jeu. Maintenant qu'on a traversé la tragédie familiale des Deux Cendres, on va observer plus en détail l'univers de Clair-Obscur Expédition 33, qui se construit également grâce à ceux qui gravitent autour d'eux. Ciel, Lune, Monoko, Gustave, Esquier, Noko ou encore les Grandis et les Gestrales. Ils sont relégués dans l'ombre des Deux Cendres, mais ils portent ce monde autant qu'eux, voire plus. Ils offrent une humanité incroyable à cette histoire. Le jeu ne se contente pas de ses héros, il nous montre un monde rempli de destins qui vibrent. Lune vit avec un poids énorme, celui de l'héritage familial. Sa route semble tracée, elle doit poursuivre ce que ses parents ont commencé. Elle avance avec ses doutes, ses renoncements et ses choix silencieux. Elle incarne ce tiraillement entre désir personnel et devoir. Sa présence touche car on sent qu'elle étouffe dans ce destin cousu d'avance, tout en gardant la tête haute. Esquier, lui, flotte presque au-dessus du monde. Il a un pied dans la légende et un pied dans la réalité. Il vole, plonge et observe. Il n'est pas là pour dominer ou changer les choses. Il apaise, il respire lentement dans un monde qui suffoque. Il dégage une paix rare, il devient un repère pour Verso. Et pour nous aussi. Sa présence murmure que la douceur n'a pas disparu. Il a une lumière en lui, simple et sincère, presque sacrée. Si elle traverse une chute émotionnelle vertigineuse, elle perd son mari
et son enfant. Elle plonge dans le désespoir et tente d'en finir. On ressent tout le poids de sa douleur. Et ce détail sur Esquier qui l'a sauvé de la noyade, ce surnom tendre, mon amie la terrible nageuse, ouvre complètement son personnage et pose une lumière douce sur sa fragilité qui la rend presque palpable. De leur côté, Gustave et Sophie se heurtent à une question fondamentale. Lui veut donner la vie, même dans ce monde brisé. Il rêve d'un enfant, d'un futur. Sophie dit non. Elle voit trop bien la fragilité de ces existences condamnées. Leur relation pose une vraie question. Est-ce qu'on doit continuer de construire quand tout menace de s'effondrer? Leur tension dit beaucoup sur le courage et la lucidité. Puis arrive Monoko, un gestral né d'un pinceau peint d'un ventre. C'est un mystique du combat. Il médite en se battant. Il s'amuse avec des obsessions absurdes, comme ces histoires de pieds de névron, et ça le rend irrésistible. Il est drôle, mais aussi tendre. Il veille sur Noko comme sur son propre enfant. Il veut croire qu'il peut aimer, protéger et transmettre. Il refuse de n'être qu'un personnage peint. Noko, lui, est une bouffée d'innocence, une esquisse pleine de douceur au milieu du chaos. Il représente un avenir possible et disparaît trop vite. Son absence laisse un vide énorme dans le cœur de Monoko. Cette perte est brutale, presque insupportable. Noko ne reste pas longtemps, mais il marque et résonne comme un souvenir qu'on ne veut pas laisser s'éteindre. Et puis, il y a les peuples. Les gestrals d'abord. Peints, mais vivants. Simples, mais passionnés. Leur combat est un art, presque une fête, comme s'ils riaient face à la mort. Ils renaissent, grandissent comme des arbres et ont un pinceau sur la tête. Certains philosophes, d'autres construisent des machines gigantesques pour fracasser des monstres. Les grandis, eux, sont sages, poétiques, immobiles mais résistants. Ils ont vécu aux côtés des humains. Ils gardent le souvenir des enfants d'antan. Ils ont fui et ont survécu. Ils ne résolvent rien par la force. Ils parlent. Ils déclament, ils organisent des duels d'esprit. Leur tradition se fissure, mais leur dignité reste intacte. Ils honorent la parole, la mémoire et la douceur. Et lorsqu'il faut se battre, ils se relèvent et se tiennent à nos côtés. Grâce à eux, le récit respire. Ces personnages ne sont pas là pour meubler, ils portent l'univers sur leurs épaules. Ils posent la question essentielle du jeu. Qu'est-ce qui donne vie à une création? Ici, la réponse passe par le regard du joueur. Ces personnages existent parce qu'on s'attache à eux, on les écoute et on les suit. Ils vivent dans cet espace partagé entre la vision de l'artiste et notre émotion. Chaque hésitation, chaque sourire, chaque silence devient une preuve d'existence. Pas physique, mais sensible. On les voit naître dans nos choix et nos émotions. Et c'est ça qui rend cet univers si puissant. Le fictif se mêle au réel. L'artiste lance l'impulsion, le joueur donne le souffle. Et au milieu, ces êtres prennent forme. Ils se glissent dans notre perception et c'est là qu'ils deviennent vivants. C'est pourquoi Expédition 33 touche autant. Même les silhouettes secondaires palpitent. Elles chantent, elles souffrent et elles espèrent. Elles participent à cette grande symphonie fragile qu'est la vie dans ce monde. Clair-obscur Expédition 33 reste gravé. Dès les premières heures, j'ai senti que ce jeu allait profondément me marquer. Un peu comme Final Fantasy X l'a fait avec moi. Chacun à sa manière, ces deux jeux m'ont arraché des larmes. Pour Expédition 33, je défends totalement la fin de Verso. Même si ça implique de voir disparaître des personnages que j'aime autant. Vivre dans le déni, retenir l'âme d'un enfant à tout prix, ce n'est clairement pas ce que je souhaite. Et oui, j'ai pleuré quand ces personnages se sont effacés. Ce n'est pas juste une question de narration, c'est une expérience émotionnelle qui frappe fort. Et j'ai eu un énorme débat sur la fin. Le peuple de lumière doit subir cette disparition totale pour sauver une âme? Ils n'ont rien demandé, ils n'ont fait que vivre. Mais d'un autre côté, l'âme d'un enfant se détruit peu à peu. En clair, ce débat n'a pas de fin. Les deux choix sont compréhensibles et on le prend, on le doit. Quoi qu'il arrive, le jeu pose des questions existentielles puissantes. Il explore le lien entre l'artiste et son œuvre. Il interroge la vie de personnages fictifs. Il parle du deuil, de l'amitié, de l'amour, du souvenir qu'on laisse derrière soi. Tout cela est traité avec une maturité et une sensibilité rares. Ciel reste mon personnage préféré, même si j'ai fait le choix qu'elle disparaisse à la fin. Ça prouve à quel point le jeu réussit à faire ressentir des émotions complexes, à faire respecter les choix de chacun. Les créateurs ont eux-mêmes insisté. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin. Peut-être pour laisser la porte ouverte à une suite, ou peut-être aussi parce que la fin de Verso reste volontairement ambiguë, avec cette fameuse date du 33 décembre, malgré les retrouvailles de la famille de Cendre. C'est un choix malin. Il nourrit les débats. Ceux qui défendent la fin de Verso se confrontent à ceux qui ont fait le choix de Maël. Et personnellement, à la fin du jeu,
j'avais énormément de rancœur envers Maël. Mais c'est exactement ce qui rend ce jeu si fort. Il ne laisse personne indifférent. Clair Obscur Expédition 33, c'est un choc émotionnel. Une expérience de jeu qui reste longtemps après que l'écran soit éteint. Il touche à des choses profondes, vraies, humaines. Et pour moi, c'est ça qui le rend inoubliable. Et voilà mon analyse de Clair Obscur Expédition 33. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette vidéo. Déjà parce que le tout est très dense. D'ailleurs, il y a énormément de choses que j'ai éludées, notamment sur le personnage de Cléa. Parce qu'en soi, même si elle reste cruciale dans le scénario global du jeu, elle est très en retrait. Son personnage n'intervient que très peu dans notre aventure. Il y a aussi le rapport à la musique et le personnage de Verso, qui peut rajouter un nouveau niveau de lecture, notamment grâce à des musiques qui présentent ou spoil au choix l'histoire de manière plus poétique et ou raconte la souffrance des différents personnages à travers les paroles. Ou bien fait s'affronter les personnages de Renoir et Aline, comme pour Une vie à t'aimer. Peut-être aurai-je l'occasion d'y revenir. En tout cas, soyez indulgents, il y a peut-être des erreurs dans ce que j'ai raconté, et n'hésitez pas à me le faire savoir, mais je mets tout mon cœur dans mes vidéos. Mon objectif est de vous partager ma passion pour le détail, les symboles et les thématiques. Si vous avez une suggestion de film, de jeux vidéo, de série, ou bien une question ou l'envie de discuter avec moi, n'hésitez pas, faites-le en commentaire, ce sera avec très grand plaisir. La prochaine vidéo arrive très prochainement et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour être resté jusqu'à la fin. Comme d'habitude, donnez de la force, un pouce bleu, un commentaire, un abonnement à la chaîne. Je ne vous remercierai jamais assez. Et sur ce, à bientôt sur la chaîne Open. Ciao!